Coucou. 25 août 2016 en banlieue de Toronto au Canada, toute la zone est en alerte. Plusieurs voisins ont appelé les secours décrivant une scène d'horreur en train de se dérouler dans une maison voisine. L'un d'eux parle d'un garçon avec une flèche dans le cou, allongé dans l'allée du garage. Un autre, son frère, a le crâne à moitié fracassé mais il a réussi à sortir de la maison. C'est ce frère d'ailleurs qui explique que quelqu'un à l'intérieur du domicile est en train de commettre un massacre. Pourtant, la famille qui vit ici, les Brett, sont des gens sans histoire ne posant aucun problème dans le quartier, mais l'un d'eux cache un secret qui, sur le point d'être révélé, est en train de lui faire commettre l'horreur absolue. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Pour cette toute nouvelle affaire, on ne quitte pas le continent américain, mais on se retrouve un peu plus au nord, au Canada cette fois. C'est dans les alentours de Toronto que vit au tout début de notre histoire la famille Ryan. Puisque pour comprendre comment on a pu en arriver à un tel massacre en pleine journée, il faut se pencher sur l'histoire de la famille pour potentiellement trouver un motif qui a poussé l'un des membres de cette même famille à massacrer tout le monde. Les Ryan, ils sont 6. Il y a Sue, 66 ans, la mère, décrite comme une femme pétillante, ayant parfaitement élevé ses 4 garçons avec la bonne dose de fermeté et d'amour. C'est une passionnée de jardinage qui, malheureusement pour elle, n'a pas vu la mauvaise herbe pousser au beau milieu de sa famille. Sue, elle aime le baseball, ou plutôt elle en est carrément fan. Quand son équipe favorite, les Blue Jays de Toronto, gagne un match, elle n'hésite pas à sortir dans la rue pour frapper dans des casseroles et poêles avec d'autres fans. Sue, elle a fondé sa famille avec Bill, qui est directeur du budget au Toronto Star, un quotidien canadien distribué à 400 000 exemplaires par jour. Tous les articles que j'ai pu lire concernant l'affaire disent de Bill que c'était un gars actif qui prenait soin de lui, donnait des cours de fitness dans un centre ouvert à tous. On n'a pas grand-chose le concernant. Sue et Bill ont donc eu 4 enfants. Chris, l'aîné, qui au moment des faits travaille comme vendeur de billets pour la compagnie de transport en commun, la TTC, il est décrit comme très timide, n'aimant pas vraiment discuter avec des inconnus malgré son travail. Le second, Brett, c'est un petit peu le vilain petit canard. Il en faut bien un dans chaque famille. C'est un gars décrit comme sportif, beau gosse, qui aime plaire aux filles. Il est extraverti, adore se montrer en public, mais souffre périodiquement de dépression. Il a d'ailleurs déjà fait de la prison. Petite parenthèse sur le bonhomme avant de vous présenter les autres frères, ça vaut le détour, vous allez voir. En 2007, alors qu'il n'a que 26 ans, Brett se retrouve complètement paumé dans sa vie. C'est pourtant un gars volontaire qui fait du bénévolat auprès des enfants malades. Il va même à l'université de Toronto, mais ça va pas. Il aime pas sa vie, il sait pas où il va et abandonne complètement l'université. Pendant plusieurs mois, Brett ne fait rien et les dettes s'accumulent rapidement. 60 000 $ au total. Alors, comme tout le monde, il cherche un petit boulot et il en trouve un. Brett devient peintre. Travail qui ne le contente pas du tout, au contraire, il est honteux. Il trouve le boulot minable, ses amis sont en train de réussir leurs études, ses parents sont fiers de ses autres frères, je vous ai déjà parlé de Chris, mais il y a aussi eu, après Brett, Leland, qui lui a un côté artistique, aime jouer de la guitare, de la batterie, il étudie en ce moment la photographie dans une école de Ryerson et aime restaurer des armoires vintage pour sa future maison qu'il rêve d'avoir dans un petit coin de campagne. Il y a aussi le petit dernier, AJ, qui lui aussi est en train de réussir alors même qu'il n'a que 20 ans, 6 ans de moins que Brett. AJ, il est dans une école privée pour élèves surdoués et il fait la fierté de sa famille. Brett, quand il se lève le matin pour aller peindre des pauvres murs décrépits, il voit un loser dans le miroir, un type endetté à hauteur de 60 000 $ qui vit à découvert, doit des sous à la banque, doit payer le loyer, doit régler ses frais de scolarité, même s'il ne va plus à l'université. Brett, il veut être admiré et pas plein. C'est pour ça qu'il s'achète des ceintures Versace, des jeans à 400 $, le tout à crédit.
Alors, pour rembourser ses dettes, il va avoir une idée de génie, braquer des banques. Et j'ai bien dit des banques. En octobre 2007, Brett n'en peut plus, il a besoin d'argent et vite. Alors, il va mettre un plan en place. C'est pas un méchant, il a pas envie d'entrer avec une arme dans une banque et de prendre 25 ans de prison. Ça décevrait bien trop ses parents. Il va leur inventer une technique de braquage douce. Comme ça, s'il se fait choper, il risquera pas grand-chose. Le 20 octobre, dans sa voiture, Brett s'enveloppe le visage avec du bandage pour ne pas être reconnu. Ensuite, il met son bras en écharpe et se met à boiter au moment où il entre dans la banque située au 371 Old Kingston Road, à 8 minutes à peine de son appartement, histoire de pouvoir fuir rapidement. Dans le bâtiment, personne ne le calcule, il ne fait peur à aucun client, on dirait juste un type qui s'est fait renverser il y a 3 jours et qui vient chercher l'argent de l'assurance. Sauf que, au moment où il arrive au guichet, Brett glisse un papier à la personne qui gère l'accueil. C'est un braquage. Déclenchez pas l'alarme. Donnez-moi $2000. J'ai une arme cachée. Le guichetier, qui va certainement pas se faire exploser le cerveau pour un salaire à peine plus haut que le SMIC, décide de ne pas jouer au héros. Il plonge sa main dans un sac de liquidités et en sort $1115. Il explique à Brett qu'il n'a que ça à sa disposition aujourd'hui. Le jeune homme ne dit rien, prend l'enveloppe et fait demi-tour calmement, en espérant que personne n'ait rien vu et que le guichetier ne se jette pas sur l'alarme. Un pas après l'autre, toujours en boitant, Brett s'approche peu à peu de la sortie de la banque et la franchit sans aucune alarme. Brett Ryan, 26 ans, vient de réussir son tout premier braquage avec $1115 en poche. Il rentre chez lui et se dit « Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ?» Alors, pour son prochain braquage, Brett décide de tester un nouveau déguisement. Il se met une fausse barbe blanche, des lunettes, un chapeau et se fait passer pour un vieil homme. Toujours avec la même technique, il prend un papier avec écrit dessus ses revendications, de l'argent et il s'en va. Son deuxième braquage réussi, Brett décide de recommencer encore et encore, c'est que le début, d'accord. Qui m'a écrit ça ? Pendant 8 mois au total, Brett va soit se grimer en vieil homme, soit se mettre des bandages. Et à chaque fois, ces braquages sans violence fonctionnent. Comme je vous le disais, qui va risquer de se faire tirer dessus pour protéger sa banque et sauver $1000 à peine? Tout ça pour être remplacé le lendemain de la fusillade par un autre employé et être oublié au bout d'une semaine à peine. Bien sûr que les personnes au guichet donnent le peu d'argent qu'ils ont sous la main. Au total, en 8 mois, Brett va réussir à ramener dans son appartement $28 000. Alors, bien évidemment, 8 mois de braquage et $28 000 de volée, ça va commencer à titiller un petit peu les autorités qui arrivent toujours après le braquage, puisque la banque ne déclenche l'alarme que lorsque Brett est parti pour des raisons évidentes de sécurité. En plus de ça, même si Brett met par exemple ses mains sur le guichet de la banque ou oublie de récupérer le papier avec ses revendications, impossible de l'identifier avec ses empreintes digitales puisqu'il n'est pas connu des services de police. Donc les flics de Toronto n'ont d'autre choix que de se mettre en planque devant les banques de la région en espérant tomber sur le braqueur. Ils savent pas qui ils recherchent, un type soit faussement bandé pour camoufler son visage ou un type déguisé en vieux monsieur. Bon, la surveillance va servir à rien puisque les flics qui sont postés devant les banques vont pas à chaque fois qu'un vieux monsieur entre dans l'établissement venir lui tirer la barbichette pour voir si c'est un déguisement, et ils ne croiseront personne avec un bandage autour du visage. Mais Brett va faire une grosse erreur puisque pour se rendre à l'une de ces banques, il va prendre son véhicule et le garer dans une petite rue à côté de la banque, persuadé comme d'habitude qu'ici, il n'y a pas de caméra. Et si, il y avait une caméra. Du coup, les policiers de Toronto qui ont maintenant sa plaque vont le mettre sous surveillance et le 20 juin 2008, alors qu'il vient de braquer la TD Canada Trust, une petite banque toute mimi au 3115 Kingston Road qui ne s'est jamais fait braquer avant ça, Brett est arrêté lorsqu'il sort de l'établissement bancaire. Il est placé en détention dans l'attente de son procès qui se tient en janvier 2009 dans la Cour de justice de l'Ontario. Et à ce moment-là, les parents de Brett et la famille de Brett d'ailleurs, en général, ne savent vraiment pas quoi faire puisque chez eux, personne n'a jamais eu de problème avec la justice. Je veux dire, Brett, il a braqué une banque quand même, il va certainement partir en prison. C'est pas comme s'il avait volé mon tout nouveau livre Trembler crime au Japon qui sort le 5 juin dans toutes vos librairies. D'ailleurs, ne le volez pas, sinon c'est pas en prison que vous allez terminer, mais dans la cave.
Alors, la famille de Brett va écrire plusieurs lettres au tribunal, au juge, à la justice en général, pour dire que Brett, c'est un gars gentil, qu'il a juste fait une bêtise, qu'il était un peu paumé, mais que dans sa famille, personne n'a jamais fait ce genre de truc, donc il se porte caution de son comportement si la justice décide de ne pas l'envoyer en prison pour les 10 prochaines années. Il est précisé dans les lettres envoyées par Sue et Bill que Brett couvre depuis quelque temps une forte dépression, il est un peu paumé, et voilà, a simplement besoin d'aide. Sur conseil de ses avocats, le jeune homme décide donc de plaider coupable pour braquage et port d'un déguisement en vue de commettre un crime. Il est condamné à 5 ans de prison, mais en fera un peu moins de 3 en comptant ses 7 mois de détention effectués avant son procès. Il est donc mis en liberté conditionnelle en novembre 2010. Pendant sa détention, Brett est d'ailleurs vu par des psychiatres. Une évaluation psychiatrique ne relève chez lui aucun problème de violence, de maladie mentale, ni aucun trouble de la personnalité. Bon bah tout va bien, alors pourquoi je me focalise sur lui pendant cet HVF ? J'ai vraiment mal fait mon travail. Sauf que Brett, il a de gros antécédents de dépression, donc un suivi psychologique lui est imposé au moment de sa sortie de détention et ça l'aide très vite à aller mieux. Il trouve des petits boulots, parle à son psy du fait qu'il sort avec des filles de temps en temps sans avoir de relations sérieuses pour le moment, mais il a du mal à se réinsérer, ces petits boulots l'aident pas vraiment à vivre, même si sa famille le soutient. Alors il ouvre une petite société et se déclare peintre. Sauf que quand on tape Brett Ryan sur Google à l'époque, son nom ressort dans des articles de braquage de banque, donc des clients il en a pas beaucoup et se déclare très vite en faillite. Une nouvelle fois, c'est une descente en enfer qui s'engage pour Brett. Sans emploi, sans revenu, il se retrouve de nouveau paumé et décide, grâce au conseil de Sue, sa mère, de reprendre l'université pour poursuivre des études de biophysique. Dans le même temps, la famille décide aussi de déménager. Vous savez, à l'époque, dans les petits quartiers pavillonnaires, tout le monde se connaît, tout le monde parle sur son voisin et Sue n'en peut plus d'entendre du mal de son fils que tout le monde juge pour une connerie qu'il a fait à 26 ans et pour laquelle il a payé puisqu'il a été condamné, a fait de la prison et est en liberté conditionnelle avec obligation de voir un psy. Décision est prise de vendre leur belle maison de Toronto pour aller un peu plus loin, hors de la ville, sur Lawndale Road à Scarborough. Les Ryan y trouvent un beau petit mobil-home comme on le fait si bien sur le continent américain. Arrivé là-bas, Sue a compris la leçon. Elle, qui aime beaucoup s'ouvrir et se faire des amis, en dit le moins possible sur son fils, c'est un étudiant, rien de plus. Et à ce moment-là, tout semblait s'arranger pour Brett jusqu'au moment où il va tomber amoureux. Bon alors jusque-là, rien de bizarre, rien d'exceptionnel, mais cette relation va nous mener dans ce qu'on appelle dans le milieu un trou de lapin, puisque c'est à partir de cette relation que Brett va de plus en plus s'enfoncer jusqu'au jour du massacre. Une pyramide de mensonges. En septembre 2011, l'un des amis de Brett a un plan pour lui. Il connaît une fille célibataire à qui il a montré sa photo et qui lui a dit que Brett lui plaisait. Cette fille, elle s'appelle Kristen Baxter et elle rencontre Brett pour la première fois autour d'un rendez-vous au bord de l'eau. Kristen, elle est décrite par les articles traitant de l'affaire comme une belle blonde sportive mais aussi diplômée puisqu'elle pratique la physiothérapie sportive. En gros, elle est spécialisée dans la médecine du sport, mais au moins j'ai réussi à caser mon mot compliqué, ça fait intelligent. Kristen, elle a également un appartement au bord de l'eau et c'est pour ça qu'elle donne rendez-vous à Brett à cet endroit précis, parce que comme ça, si ça se passe bien, ils peuvent monter dans l'appart. Et ça va très rapidement bien se passer puisque Brett, il tombe tout de suite sous le charme de Kristen. Elle vit la vie qu'il a toujours voulu, elle a un bel appartement, aime pratiquer des activités en plein air et sportive, elle a un petit chien. Très vite, Brett et Kristen se mettent en couple et partagent tout un tas de photos sur les réseaux sociaux. Et Brett ne cache pas son passé à Kristen qui l'accepte parfaitement. La relation est absolument parfaite, chaque famille accepte le conjoint de l'autre, ils vont ensemble au restaurant, en vacances, Brett finit même par déménager chez Kristen. Et là, c'est super, le couple part régulièrement en vacances, Brett continue ses études, même si dans l'année qui suit l'emménagement, malheureusement, le père de Brett, Bill, décède brutalement. Et à partir de là, tout
tout va aller très vite. Brett va pas mal se rapprocher de sa mère, Sue, et va l'aider pour des petits travaux quotidiens. À côté de ses études, il va aussi faire des petits boulots pour gagner un peu d'argent et en donner à sa mère. Dans le même temps, Brett va décider de demander Kristen en mariage. Je vous l'avais dit, on passe par toutes les émotions à ce moment-là. Ça pleure de bonheur à la mort de Bill et de tristesse à l'annonce du mariage. Attendez, il y a un problème là. Sauf qu'un mariage, ça se finance. Et Brett, vu qu'il est étudiant, il a pas un rond. Ça, Kristen le sait bien, elle aurait pu le comprendre sans problème et aurait parfaitement accepté d'attendre que leur situation soit plus stable pour financer le mariage. Eh ben non, Brett va décider d'abandonner ses études et va faire croire à tout le monde qu'il a été jusqu'au bout de sa scolarité et qu'il a même obtenu son diplôme. Et quand je dis tout le monde, c'est même à Kristen, hein. Il lui fait croire que voilà, il a réussi l'université, mais par chance pour Brett, en 2016, il réussit quand même, malgré qu'il n'ait pas terminé ses études, à trouver un bon poste dans une société de Toronto. Il va donc l'annoncer fièrement à Kristen et à Sue, sa mère, avant de recevoir un email de la boîte en disant qu'ils ont fait des recherches le concernant, qu'ils ont vu qu'il avait été braqueur de banque et que pour des raisons qui leur sont propres, ils préfèrent ne pas aller plus loin avec lui. Un deuxième mensonge vient donc s'ajouter. Après avoir fait croire à tout le monde qu'il avait réussi ses études, Brett s'enfonce un peu plus bas en confirmant bel et bien qu'il a désormais un bon poste dans une société à Toronto, malgré le fait que, c'est pas vrai, il a pas été pris. Et quelle chance quand Kristen lui demande pourquoi il passe ses journées sur l'ordinateur, Brett répond simplement que c'est normal, c'est un tout nouveau truc appelé le télétravail, il peut traiter ses dossiers à la maison sans souci. Alors ça peut faire sourire, mais en 2016, le télétravail c'est pas autant développé qu'aujourd'hui. À l'époque, et même aujourd'hui encore un petit peu, les petits chefs, ils ont besoin d'avoir sous leurs yeux leurs collaborateurs comme ils les appellent pour se sentir un petit peu puissants. Kristen, qui pense donc que Brett gagne bien sa vie, va commencer à planifier le mariage. Une date est même fixée, l'événement aura lieu le 16 septembre 2016 à Ancaster Mile, un très beau restaurant au sud-ouest de Toronto que l'on peut privatiser pour $100 par assiette. Le couple visite également des maisons pour devenir propriétaire après leur mariage. Brett, à ce moment-là, il joue une scène de théâtre comme on l'a tous fait quand on entre dans un magasin, qu'on découvre les prix bien trop chers et qu'on dit au vendeur « Ah oui, je vais réfléchir, hein, je reviendrai ». Brett, dès qu'il visite une maison avec Kristen, il trouve tous les défauts possibles pour que sa future femme ne veuille pas signer de papier, puisque dans toute notre affaire, qui est vraiment au courant des mensonges de Brett ? Son banquier. Et si il va voir le banquier avec Kristen et que le banquier, pendant le rendez-vous, lui dit « Mais monsieur, vous recevez pas de salaire, vous avez aucun emploi », ça la fout mal. Même Sue, la mère de Brett, n'est pas au courant, mais elle se pose quand même quelques questions. Brett a beaucoup de temps libre, il lui rend souvent visite pour l'aider, pour faire du ménage, des courses, et régulièrement, il lui demande un peu d'argent pour financer le mariage qu'il promet de lui rembourser. Brett dit aussi à sa mère que, pour arrondir ses fins de mois, il fait des petits boulots alors qu'il est censé être super bien payé avec son diplôme et son travail. Tous ces mensonges vont tenir jusqu'à l'été 2016, date à laquelle Brett, qui continue de consulter son psychiatre, va lui expliquer qu'il ment, qu'il s'est enfoncé dans le mensonge et qu'il ne sait pas comment s'en sortir. Le psy va alors lui conseiller d'être honnête et de tout avouer à ses proches. Voilà, merci pour la séance, ça fera 50 €. Et c'est ce que Brett va faire. Il va aller voir sa mère, lui expliquer que il n'a jamais été au bout de son université, qu'il n'a pas non plus de boulot. Et est-ce qu'elle serait d'accord pour lui prêter un petit peu d'argent, histoire de financer le mariage, s'il te plaît maman ? Je vous dis pas l'ambiance. Bon, Sue, c'est une mère donc elle encaisse, mais elle explique à Brett qu'elle refuse de le couvrir auprès de Kristen. C'est une jeune fille intelligente, gentille, qui ne mérite pas qu'on lui mente comme ça. Et Sue refuse d'être dans le mensonge. Alors elle dit à Brett qu'elle est d'accord pour l'aider financièrement jusqu'au mariage, seulement s'il parle à Kristen, qui de toute façon va bien finir par découvrir ses mensonges un jour ou l'autre. Comme je vous le disais, le banquier, quand ils vont vouloir acheter la maison, il va bien faire comprendre à Kristen qu'il y a un problème avec la situation de Brett pour obtenir un prêt. Mais Brett, qui a maintenant 35 ans, ça passe vite, au début de l'HVF, il avait que 26 ans, et tout comme vous, au début de l'HVF, vous étiez pas abonné
et maintenant vous l'êtes. Vous l'êtes, j'ai dit, s'il vous plaît, c'est gratuit, ça fait plaisir. Eh bien Brett, plutôt que d'assumer tous ces mensonges, il va décider de massacrer tout le monde. C'est radical comme choix, ne faites pas ça. Le jour J. Toujours en liberté conditionnelle au mois d'août 2016, Brett va décider de s'armer. Il ne peut donc pas s'acheter d'armes à feu, mais a le droit d'avoir une arbalète, par exemple, qui s'achète sans aucun document demandé. C'est d'ailleurs le cas également en France. Brett, qui n'a pas un rond, va aussi avoir du mal à se la payer son arbalète. Il va donc aller dans une armurerie et demander le modèle le plus léger et le moins cher possible, mais qui n'est pas un jouet. Il veut quand même une arme officiellement pour la chasse, dit-il. Le vendeur lui propose alors la Barnett Recruit Youth 30 qui coûte un peu moins de $300 et qui tire des flèches propulsées à 150 km/h. Dans les jours qui suivent l'achat de l'arbalète, Brett continue de rendre visite à sa mère. Les deux sont toujours très en froid, mais il teste Sue pour savoir si elle compte vraiment tout dire à Kristen. Oui, répond à chaque fois la mère de Brett. Alors, par précaution, s'il perd le contrôle de la situation, Brett va décider de cacher son arbalète dans le garage de sa mère pour avoir l'arme sous la main le jour où Sue décide d'appeler Kristen devant lui pour tout lui déballer. Mais le mariage approche et Sue se fait de plus en plus pressante auprès de Brett pour qu'il avoue tous ses mensonges à Kristen. Le plan d'urgence prévu par Brett est alors déclenché. Le matin du 25 août 2016, Brett et Kristen se réveillent ensemble aux alentours de 6h du matin. Kristen part travailler vers 7h30 et Brett, toujours dans le mensonge, fait semblant de s'installer près de son ordinateur pour travailler. C'est ce jour que le massacre aura lieu si sa mère ne change pas d'avis. Et pour se forger un alibi, Brett, il a mis en place dans son appartement un mécanisme qui est quasiment indescriptible, mais je vais essayer de faire au mieux pour ceux qui écoutent cet HVF en podcast, puisque si vous le savez pas, les HVF sont disponibles en version podcast sur toutes les plateformes. Brett, pour avoir un alibi en béton et prouver qu'il était bien chez lui au moment des faits si par hasard on le soupçonne, va d'abord appuyer son ordinateur portable contre un mur à l'aide de 2 poids de 2 kilos chacun. Ensuite, il va attacher une cuillère en bois à une machine de cuisine qui a une rotule allant de gauche à droite. Cette machine, il va la brancher à une minuterie pour qu'elle s'active à une heure bien précise pendant le massacre. Une page préchargée sur l'ordinateur portable et sur YouTube, et donc, quand la cuillère va toucher la touche entrée de l'ordinateur, ça va ouvrir une vidéo. Alors bien sûr, là, si vous regardez l'image, la cuillère n'est pas du tout assez proche, mais ça a été bougé par les enquêteurs. Brett va faire cette configuration avec 2 autres appareils, 2 téléphones portables précisément, qui doivent se lancer et envoyer 2 messages bien distincts à une heure précise, toujours manuellement, avec un système qui doit venir toucher le téléphone. Grâce à ces systèmes, Brett pourra donc prouver qu'au moment du massacre, il était chez lui. Il a regardé une vidéo, a envoyé des messages grâce à ses téléphones portables, tous connectés à son réseau internet. Après avoir mis ces systèmes en place, Brett va remplir un sac avec une perruque, un chapeau, quelques vêtements pour pouvoir fuir la scène de crime sans que personne ne le reconnaisse. Ayant appris de ses erreurs avec les braquages de banque, Brett va faire très attention à ne pas être vu par les caméras de surveillance de son immeuble, celle de l'ascenseur par exemple. Il va donc descendre les 14 étages à pied et va sortir par la ruelle arrière avant de prendre un train jusqu'au centre de Scarborough, avant de prendre un bus et de marcher 10 minutes jusqu'au domicile de sa mère. Il est 10h du matin lorsque Brett arrive à la maison familiale et il commence tout de suite par demander à sa mère si elle a changé d'avis, si elle accepte de financer le mariage sans rien dire à Kristen. Non, répond Sue. Hors de question. Une dispute éclate rapidement. Mère et fils haussent le ton à tel point qu'en voyant le regard de son fils, Sue va prendre peur et va appeler Chris, le frère aîné, pour lui demander de venir à la maison pour calmer son frère. À ce moment-là, Brett le sait, il n'y a plus aucun moyen de faire changer d'avis sa mère. Le mariage est prévu dans quelques semaines à peine, il n'aura jamais assez d'argent et d'ici là, Kristen aura sûrement tout découvert à cause de Sue. Brett se rend rapidement dans le garage, là où il a caché son arbalète et il se met à la charger. Et c'est long, vous imaginez bien, rien à voir avec un pistolet
pistolet, le temps de mettre la flèche, de tendre la corde. C'est une arbalète premier prix, la moins chère qu'il ait trouvée. Sauf que ce temps, Brett, il ne l'a pas. Sue le suit dans le garage, lui demande ce qu'il fait avec son arbalète. Brett se retourne rapidement et met un coup de carreau d'arbalète à main nue à sa mère qui tombe sur le sol et se met à crier. Brett se met alors à la frapper pour qu'elle se taise, pour que les voisins n'entendent rien. Il attrape rapidement dans le garage une corde et l'entoure autour du cou de sa propre mère, celle qui l'a toujours soutenu, lui a prêté de l'argent, l'a aidé dans les pires moments de sa vie lorsqu'il était en prison. Mais Brett ne pense pas à tout ça à ce moment-là. Son seul but est que Kristen ne découvre pas la vérité. Sue perd rapidement connaissance, puis est asphyxié jusqu'à la mort. Sachant que son frère Chris arrive, Brett se dépêche de charger l'arbalète. Il n'a pas eu le temps de l'utiliser sur sa mère, mais a quand même réussi à prendre le dessus. Par contre, avec Chris qui a la quarantaine, ça risque d'être une autre histoire. Alors, armé de son arbalète, Brett se cache et attend tranquillement que Chris débarque, ce qu'il fait dans les minutes qui suivent le meurtre de Sue. Chris entre dans le garage, remarque sa mère au sol, sent une présence derrière lui. Le frère de Brett est touché en pleine nuque et meurt sur le coup. Par précaution, Brett décide de cacher le corps de sa mère et de son frère au fond du garage, mais alors qu'il est en train de traîner les corps, il entend du bruit dans la maison. C'est A.J., son petit frère de 29 ans, qui rentre de l'école. Pas le temps de recharger l'arbalète. Brett attrape un carreau, entre dans la maison en passant par le garage et se jette sur A.J. qu'il touche au cou. Sous la douleur, le jeune homme a le réflexe de repousser son frère. A.J. réussit à sortir de la maison en tenant son cou pour perdre le moins de sang possible, mais touché très grièvement, il s'effondre dans l'allée. Au même moment, Leland, le dernier frère survivant de Brett, se manifeste lui aussi. Il était dans la maison depuis le début en train de faire une sieste et vient de se réveiller en entendant A.J. hurler dans le salon après le coup de flèche reçu au cou. Leland sort dans l'allée, voit son frère allongé dans une mare de sang, ne comprend rien à ce qu'il est en train de se passer et retourne dans la maison pour contacter les secours. Sauf que cette fois, il tombe sur Brett qui n'a toujours pas eu le temps de se changer ni d'armer son arbalète, et puis il a mis ses empreintes partout. Il doit absolument nettoyer la scène de crime et récupérer les carreaux d'arbalète utilisés. Alors Brett se jette sur Leland qui se défend, il renverse des meubles, une table, s'envoie des objets. Cette fois Brett n'a pas eu le temps de s'armer d'une flèche, alors il prend des coups mais réussit à claquer le crâne de Leland qui se retrouve sonné. Brett en profite pour aller chercher une flèche dans le garage, mais lorsqu'il revient dans la pièce, Leland n'est plus là. Le jeune homme a eu le temps de s'enfuir et est actuellement à la porte d'un voisin en train d'alerter tout le quartier, disant que son frère Brett Ryan est en train de tuer tout le monde. Avant de perdre connaissance, c'en est terminé pour Brett qui le sait bien. Il n'a plus aucun moyen de fuir. Il vient de massacrer 3 membres de sa famille, Sue, Chris et A.J. Le 4e, Leland, vient de s'effondrer inconscient et à son réveil, il l'accusera encore et encore du massacre. Pas la peine de fuir, l'alibi prévu ne servira à rien. Alors Brett, plutôt que d'engager une chasse à l'homme ou de massacrer tout le voisinage, s'assoit devant la maison et se laisse arrêter sans résistance par la première patrouille qui arrive sur place. Il dira simplement: Les gens dans le garage sont morts, l'arbalète dans la tête, c'était moi. Très vite, le quartier est bouclé et tout le monde se pose une question. Comment va Kristen? Où est-elle? Une patrouille est envoyée au domicile de la jeune femme, là où vit Brett. Les agents découvrent alors ces mécanismes qui auraient dû lui servir d'alibi. Sauf qu'en voyant ça de loin, ils vont prendre les mécanismes pour une bombe. Une alerte est émise et des démineurs sont envoyés. Bon, tout le monde comprend très vite qu'il n'y a rien de dangereux dans l'appartement. Reste à trouver Kristen, qui n'est pas dans le logement. La jeune femme sera retrouvée saine et sauve à son travail. Vous imaginez bien qu'au vu du massacre et de l'arrestation très rapide de Brett, la partie judiciaire de cet HVF va être un petit peu plus courte que d'habitude, mais pas moins intéressante. Puisque Brett va être défendu par un très bon avocat pénal, un certain John Rawson, qui s'est proposé puisque le dossier lui apporte pas mal de visibilité et ça lui permet de se faire connaître un peu. John Rawson va réussir à négocier un accord de plaidoyer pour Brett, qui à la base est purement et simplement accusé de 3 meurtres prémédités, donc s'il est condamné, il est foutu. John Rawson réussit à le faire plaider coupable, oui, mais pour d'autres faits, entre grosses guillemets, moins
graves dans le code pénal. Premièrement, Brett plaide coupable pour le meurtre de sa mère, mais au 2e degré. Donc non prémédité. Il explique au tribunal que tout ça n'est qu'un accident. Il s'est disputé avec Sue, oui, il a attrapé une flèche, a voulu menacer sa mère et lui a mis un coup, puis l'a étranglé. Alors j'ai quand même du mal à voir la non-préméditation du massacre quand on voit tout le mécanisme qui a été retrouvé chez Brett, justement pour lui donner un alibi. Mais bon, c'est que mon avis. Deuxièmement, il accepte de plaider coupable pour le meurtre prémédité de son frère Chris, puisque on sait qu'il a attendu que Chris arrive pour lui propulser une flèche entre le tronc et la tête, le tuant sur le coup. Le meurtre d'A.J., quant à lui, est jugé accidentel. Brett n'avait pas prévu qu'il serait là, c'est une victime collatérale. Au cours de l'audience, Brett, comme tout bon coupable qui aimerait bien sortir un jour, va exprimer ses regrets en lisant une lettre préparée par son avocat. Je ne peux pas exprimer pleinement à quel point je suis désolé pour ce que j'ai fait. Même si mon temps est désormais limité, je tirerai le meilleur parti de chaque opportunité qui me sera donnée. J'aimerais m'excuser auprès de tout le monde. Ce à quoi le juge va répondre que oui, effectivement, c'est une bien triste affaire. Et puis, regardez, le pauvre Brett, il pleure, ça se voit qu'il a des regrets. Lui aussi, finalement, il est victime dans cette affaire. Et non, c'est pas du tout une blague, ça va révolter les proches de la famille Ryan qui ont depuis complètement coupé toute relation avec Brett. À la suite de son procès en juillet 2017, Brett Ryan a été condamné à une peine de prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle sous 25 ans. Il pourra donc demander à sortir de prison en 2041, date à laquelle il aura 60 ans, pour profiter de sa retraite. Si vous êtes toujours là en 2041, je ne manquerai pas de vous en informer sur mon compte Twitter ou Instagram. Le seul survivant du massacre, Leland, a été traumatisé par l'attaque et par la perte de ses frères et de sa mère. Il souffre de graves troubles d'anxiété et de dépression, ainsi que de troubles de stress post-traumatique. Il est également aux prises avec des cauchemars dans lesquels il revit l'attaque en boucle. À la suite de l'affaire, Kristen a bien évidemment quitté Brett et le couple ne s'est donc jamais marié. Si vous avez regardé cet jeu jusqu'au bout, mettez arbalète en commentaire, puisque normalement, c'est l'arme qu'aurait dû utiliser Brett pour massacrer tout le monde, mais vu qu'il avait pas un rond, il a pas pu acheter une bonne arbalète qui se recharge rapidement. Tout n'est qu'une question d'argent. N'hésitez pas également à me dire si vous pensez que sa peine est justifiée, si vous êtes d'accord avec le juge qui a donc dit que ça se voit que Brett regrette ses actes, et c'est normal si on lui donne une seconde chance d'ici quelques années. Bref, c'est Maxi Guys, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Je vous rappelle que mon tout nouveau livre Trembler, crime au Japon sort très bientôt, le mercredi 5 juin. J'ai hâte de vous voir avec. À la semaine prochaine pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye.